Je vais lancer l'enregistrement. Donc, et puis accueillir les nouvelles arrivantes. Salut Anne-Aurélie. Il y a aussi Pauline qui arrive. Donc, bonjour à toutes. Et du coup, on va faire cette masterclass. Donc, on continue hormone par hormone. Je continue à vous faire des synthèses. Euh, mais c'est vraiment masterclass. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas des cours à proprement parler où je m'attache à dire tout de A à Z sur un sujet. C'est plus aussi un peu à l'inspiration de ce qui, en ce moment, m'anime, les sujets de recherche que je fais, trouver un équilibre dans, effectivement, notre façon d'exercer la naturopathie. Voilà, tout ça, c'est work in progress. Donc, on continue. Celles qui nous rejoignent, ce sera l'occasion de regarder les précédentes masterclass parce que c'est pas très très long de regarder tout ça, mais c'est quand même des référentiels intéressants. Mais voilà. Donc, et, et ce que j'avais donné comme promesse, entre guillemets, s'il fallait en faire une, euh, c'est que avec voilà, l'apport du questionnaire et des masterclass. Normalement, en 6 mois, vous commenciez à être vraiment bien débrouillé pour vraiment gérer en séance de naturopathie la question des équilibres hormonaux et de définir plus facilement les axes de travail à chaque séance. Parce qu'en fait, c'est ça notre challenge, nous, en tant que naturopathe, c'est que en une séance, il faut qu'on ait à peu près compris les déséquilibres fonctionnels, système nerveux, système endocrinien, système immunitaire, parce que c'est les trois grands systèmes de régulation, et qu'on ait mis ça en face de l'hygiène de vie des personnes, qu'on en fasse une synthèse pour tirer des axes prioritaires de travail. Et comme voilà, moi j'ai vraiment commencé à exercer vraiment sur l'aspect femme, souvent les demandes qui me sont arrivées dans les séances, c'est comment je fais sur des déséquilibres avec engagé œstrogène et progestérone. Donc au début, je voulais faire un questionnaire que œstrogène, progestérone, puis je me suis dit non mais c'est pas possible, toutes les hormones sont nécessaires. Et même aujourd'hui, je me dis il y a aussi le système nerveux qu'on n'oublie pas du tout et qui est là aussi et qu'il faut questionner pendant la séance, comment vous dormez, est-ce que vous êtes stressé, etc., etc. Donc ça, évidemment, je l'oublie pas. Mais voilà, donc on continue notre cheminement. Salut Fabienne. Et aujourd'hui, on parle déficit en oestrogène. Donc la première, on avait parlé femme pressée et déficit en progestérone. La précédente, on a fait dominance en oestrogène. Et là, j'ai appelé ça déficit. Et effectivement, comme l'a remarqué Colette, euh, ça va être assez floral. J'ai été inspirée par notre dernière atelier sur les fleurs de bac. Alors, dans l'introduction, alors n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'essaye d'avoir un œil dessus. Interrompez-moi si vraiment il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Et je prendrai des temps de questions-réponses, bien entendu. Ou vous pourrez aussi, je vais essayer de tenir l'heure pour que, voilà, on ait des temps d'échange, notamment sur le sujet de la féminité. Et vous avez vu que je vous avais mis dans Telegram, je ne sais pas si tout le monde l'a vu dans l'onglet Masterclass, je vous ai mis un petit texte des textes sur la féminité. Parce qu'effectivement, en fait, finalement, oestrogène et progestérone sont nos hormones de la féminité. Et c'est marrant, du coup, dans cette masterclass, comme on est dans un questionnement cette semaine aussi sur la communication sur notre réseau, donc ce terme féminité, on a eu les fleurs de bac qui nous ont amené quelque chose de encore plus psychologique. Euh, euh, j'ai eu cette intervention la semaine dernière à l'Omnes qui m'a fait re-questionner des choses sur c'est quoi notre pratique de naturopathe. Donc voilà. Du coup, je vous dis, ces masterclass, c'est vraiment nourri aussi des réflexions actuelles, quoi. Et donc, autour de cette féminité, effectivement, ce qui va caractériser la féminité.
on y reviendra un petit peu plus tard sur la définition de féminité, c'est que on a, nous les femmes, ces deux familles d'hormones particulières, que c'est la progestérone et les œstrogènes. La progestérone, elle est seule, les oestrogènes, elles sont multiples. Et la progestérone, c'est vraiment l'hormone de la maternité, comme son nom l'indique, mais aussi de la créativité. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir aussi, nous, les femmes, quand on n'a pas de désir de maternité, quand on est en dehors d'une période de maternité, ben, pour nourrir notre créativité. Quand elle est vraiment là, elle peut faire ça. Notre intuition, notre intériorité. Alors que les œstrogènes vont plutôt nous donner des aptitudes vers la sensualité, la communication, les liens vers l'extérieur, les projets. C'est l'équivalent de la testostérone pour le masculin, quelque chose qui le met plus dans une action sociale et combative. J'ai mis équivalent avec un entre guillemets. Mais c'est vrai que on verra aussi que dans la cascade de production des hormones, œstrogènes et testostérone ne sont pas très loin euh, physiologiquement. Euh, alors, la question qu'on peut se poser en introduction, c'est pourquoi tant de femmes souffrent de déficit en œstrogène, hein, le sujet aujourd'hui, mais aussi en progestérone, hein, on l'a déjà vu dans les précédentes masterclass. Et qu'est-ce que ça révèle aussi sur notre féminité? Parce que oui, on peut regarder les choses d'une façon très très physiologique, mais on peut aussi s'intéresser à bah voilà, l'évolution de la féminité aujourd'hui, nos comportements, hein, puisque je suis toujours à vous dire, une hormone et un comportement, ça va ensemble, c'est-à-dire que le corps va produire plus d'un certain type d'hormone en fonction du comportement de la personne et vice-versa, cette hormone va lui donner certains types de comportements. Donc, qu'est-ce que ça interroge du coup, déficit en progestérone, déficit en œstrogène et comportement? Donc, on va avoir bah, les signes et ressentis des déficits en œstrogène, quand et comment dans la vie d'une femme ça apparaît. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a vraiment différents tableaux, les causes, des réflexions, j'ai mis avec un case sur la féminité, et comment faire en termes d'accompagnement naturopathique quand on a un déficit en œstrogène. Alors, les signes et ressentis de déficit en œstrogène, et puis vous voyez, je vous ai mis du coup euh, un, vous voyez cette jeune femme assez androgyne, des hanches assez fines, une poitrine pas très développée, un aspect assez androgyne, effectivement. On pourrait dire que comme les œstrogènes, ça favorise le développement de tous les tissus et notamment des caractères secondaires, sexuels secondaires, comme on les appelle, puisque les primaires, c'est vraiment la production d'ovules. Ben, en fait, voilà, quand on peut avoir un déficit en œstrogène, on va avoir des corps assez androgynes, en fait. Parce que voilà, les androgènes stimulent la croissance des tissus, et notamment des seins. Euh, Ça, c'est un rappel, hein, c'est le rappel de la masterclass de la semaine dernière. Euh, Colette. Ne pas oublier effectivement que nos œstrogènes sont toujours en équilibre, enfin, l'équilibre et la production des œstrogènes va être aussi en relation avec l'équilibre et la production des neurotransmetteurs. Et tout ce qui va être ressenti va être en lien avec ces deux choses, aussi bien l'équilibre hormonal, mais aussi l'équilibre des neurotransmetteurs, bien sûr. Ne pas oublier que la progestérone a tendance à tempérer les effets des œstrogènes. Donc, évidemment, quand on a un déficit en progestérone, on va parfois avoir une surexpression de l'effet des œstrogènes, alors qu'il n'y a pas forcément, il peut y avoir pas forcément une production énorme. Et puis l'équilibre aussi avec la testostérone. Euh, alors qu'on connaît physiologiquement parce que l'aromatase, cette enzyme transforme la testostérone en œstradiol, mais aussi, voilà, c'est un équilibre qui va se faire à l'intérieur de nous. Et donc, dans le questionnaire, ce qu'on voit comme signaux de
déficit en oestrogène, c'est souvent des signaux cognitifs. Parce que, comme je disais, en fait, notamment le système nerveux central est vraiment soutenu par les oestrogènes et on a une partie de production des oestrogènes dans le cerveau. Et donc, ces troubles de la mémoire, de la concentration, bon, on a nos fameuses bouffées de chaleur ou sueur nocturne. Tout ce qui est santé des voies urinaires peut être affecté aussi par une chute importante d'œstrogènes. Tout ce qui est variation d'humeur, euh, tout à coup, alors en plus, quand il y a chute progestérone et œstrogène en même temps, ce qui est souvent ce qu'on voit à la fin euh, du cycle féminin, mais ce qu'on voit aussi à la périménopause, c'est la chute des deux. Là, vraiment, on a toutes ces variations d'humeur on se reconnaît plus, on a l'impression qu'on n'a plus de filtre. Hier, j'avais une séance avec une femme qui me disait, mais je suis plus moi, quoi. J'ai des crises de nerfs, des crises de colère, je supporte plus personne. On peut aussi avoir de l'anxiété, de la léthargie, manque d'enthousiasme, puisque effectivement, les oestrogènes vont nous donner ces élans. Quand il n'y en a plus, ben, on peut reconnaître avoir des difficultés à s'endormir, des insomnies, des sécheresses vaginales, buccales, oculaires, et une baisse de libido ou des rapports douloureux en lien avec effectivement une sorte d'amincissement, d'atrophie de tous les tissus conjonctifs, mais aussi de toutes les muqueuses, y compris de la muqueuse vaginale, et une baisse de lubrification. Euh, Alors, quand on regarde tout ça, on se dit damned, zut, et la ménopause, ça doit être une sacrée horreur. Euh, mais attention, on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui vont pouvoir contrecarrer ça, en fait. C'est pas une fatalité. Ça peut être des signes qui nous montrent que. Et effectivement, dans les comportements, du coup, on a moins de mémoire, moins de concentration, ce que je disais, moins de créativité, un peu de repli, parfois des états dépressifs, en lien aussi avec de l'anxiété, baisse de la sérotonine, en fait. Euh, du coup, bah, tous les antidépresseurs anti-recapteurs de sérotonine vont agir à cet endroit-là. Ou anxiété, voilà. Hier, bah, enfin, j'y pense parce que hier, j'ai une personne, elle me dit, ah bah depuis que je suis en préménopause, je suis en dépression, j'ai des antidépresseurs, je prends des anxiolytiques, voilà. C'est des états qu'on peut trouver, mais attention, encore une fois, vous connaissez mon discours là-dessus, à ne pas tout coller sur le dos de la baisse des œstrogènes et à bien regarder l'ensemble des facteurs, l'ensemble des équilibres hormonaux. Parce que, en fait, chez certaines femmes, en fait, elles peuvent avoir quand même, même si les œstrogènes baissent, une bonne énergie, une bonne libido, une bonne musculature, parce que la testostérone, en fait, vient, alors c'est pas compenser, mais vient être peut-être l'hormone finalement qui est suffisamment produite pour cette bonne énergie et cette bonne libido. En fait, la libido, c'est testostérone et œstrogène. Les deux peuvent agir dessus. On a un petit pic de testostérone classique dans le cycle féminin au moment de l'ovulation, qui pourrait être en lien avec notre hausse de libido, hein. En tout cas, cette envie d'aller à la rencontre de l'autre, c'est clair. Et donc, chez certaines femmes, il peut y avoir un niveau de testostérone important, un niveau d'œstrogène pas important, mais donc une bonne énergie, une bonne libido, une bonne musculature. Deuxième nuance, attention à la ménopause, c'est un seul type d'œstrogène, on va le revoir, qui baisse, pas tous normalement. Et si on produit suffisamment d'œstrone, et notamment si on n'a pas les surrénales complètement à plat, on peut avoir tout à fait évité tous ces signes horribles de la ménopause et avoir une bonne libido et avoir, etc. Si pour autant, voilà, moi je connais des femmes qui vivent une vraie métamorphose à la ménopause, un vrai deuxième printemps, comme disent les Chinois, avec une super libido, pas de soucis, pas de baisse d'enthousiasme, une créativité démultipliée, etc. C'est pas du tout une fatalité non plus de la ménopause. Alors, il y a des pathologies qui sont associées avec le manque d'œstrogène, et ça, il faut les connaître parce que bah, faut savoir si la personne que vous recevez en séance est touchée. Donc,
et notamment le fameux SOPK. Moi, je suis hallucinée par les chiffres et je suis impressionnée par notre société qui génère ce SOPK 10% des femmes. C'est énorme. Alors, quand on associe SOPK plus endométriose, là, on se retrouve avec des chiffres énormes de populations qui sont touchées par ça. Euh, bah, vous avez la chance, vous, dans vos formations, d'avoir entendu parler de cette pathologie parce que nous, moi, il y a une dizaine d'années, quand j'ai fait mes études de naturopathie, on n'en a pas du tout entendu parler. La première fois que j'ai reçu une consultante qui m'a dit j'ai un SOPK, je l'ai regardée avec des grands yeux, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc voilà, et c'est en pleine expansion en ce moment. En lien, bien sûr, avec une dérégulation de l'insuline, on le verra, et de la testostérone. On peut être en déficit en œstrogène en lien avec une hyperprolactinémie qui peut être pathologique, c'est-à-dire en lien avec un adénome hypophysaire. Donc attention aussi à ce qu'un diagnostic soit posé. C'est pas nous qui le faisons, hein. Quand on parle de pathologie, on est d'accord, hein, c'est pas nous. Ça peut être en lien avec une insuffisance ovarienne. Ça aussi, c'est un terme qu'on peut coller à certaines femmes. En lien aussi avec de l'infertilité, une ménopause précoce. Ça peut causer voilà, des dépressions, comme je vous en ai parlé. Ça peut être en lien avec de la dépression, de la démence Parkinson, de l'ostéopénie, de l'ostéoporose, des pathologies cardiovasculaires. En ce moment, on essaye de vraiment, dans la com faite en ce moment autour de la ménopause, il y a beaucoup de dire que notre santé cardiovasculaire, à nous les femmes, dépendrait de cette baisse d'œstrogène. Bon, là aussi, moi, je porte des nuances et peut-être aussi provoqué par une maladie auto-immune. Donc, il est important, toujours quand on va avoir un cas avec déficit en oestrogène, de savoir s'il y a bien eu un diagnostic posé autour de ces questions-là précises. Nous, on n'est pas capable de diagnostiquer ça, donc il faut un passage chez le médecin. Alors, par rapport à notre femme pressée, quand elle va se retrouver avec un déficit en oestrogène, bah, ça va être hyper inconfortable. Parce que ça lui fait perdre une partie de ses capacités physiques et cognitives quand elle ressent tout ça, tout ce que je vous ai dit comme signe. Et elle, pour elle, c'est terrible. Parce que déjà, sa to-do list est énorme. Et là, elle sent que ben, elle arrive de moins en moins à ressentir, enfin, à assurer comme elle aimerait sa to-do list. Elle a des problèmes de concentration, elle a des problèmes de perte de mémoire. Alors, si pour autant sa to-do list n'est que dans sa tête, vous imaginez la charge mentale qui devient aussi une charge d'anxiété d'avoir oublié quelque chose de sa to-do list dans sa tête. Il peut y avoir un SPM, Pauline, on va en reparler un petit peu plus loin. Et effectivement, souvent aussi, quand la femme pressée arrive dans la période où elle va commencer à avoir des bouffées de chaleur, déjà qu'elle n'a pas écouté ce qui se passait pendant son SPM, parce que moi j'invite beaucoup les femmes à écouter ce qui se passe pendant les SPM. Qu'est-ce qui sont les sujets qui nous font réagir? Parce que c'est souvent des sujets où il faut recaler des choses. Et ben en fait, avec son entourage, avec son boulot, avec son comportement, soi-même et soi-même. Et en fait, elle a rien écouté de ce qui se passait pendant le SPM. Voilà, fallait que les règles se gèrent toutes seules dans leur coin, leur SPM. Et du coup, bah, arriver des bouffées de chaleur où il y a quelque chose de visible à l'extérieur, parce que la bouffée de chaleur en général fait rougir ou fait de la transpiration. Alors ça, elle aime pas du tout. En général, elle se culpabilise. Bon, elle peut vivre aussi en lien avec ben, un burn-in. Moi, hier, j'ai eu une personne, c'était clair, elle était en burn-in, donc juste avant le burn-out, où tous les voyants sont au rouge d'une excitation du corps pour faire face à une trop longue phase de résistance au stress. Et du coup, bah, le risque derrière d'un burn-out, hein, de tout qui s'effondre, ou d'hypothyroïdie, ou d'hyperthyroïdie, parce que la thyroïde, elle essaye de... tu vois, clairement des résistances à l'insuline, donc bah du coup elle prend du poids et elle n'est pas contente parce que la femme pressée, elle aime bien aussi avoir la maîtrise de sa silhouette du coup des fois elle peut être dans l'excès de contrôle de son alimentation et du sport. Voilà, ça c'est pour vous donner
repères pour vous dire, bah tiens, essayez de mieux comprendre la personne que vous avez en face de vous pendant la séance. Bien sûr, c'est pas homogène et vous allez avoir différentes figures et c'était très beau d'ailleurs dans l'atelier Fleur de Bac, on a vu aussi différents profils, etc. On affine les choses, mais déjà on peut se poser la question de voilà, quoi, ça va être très très inconfortable pour une femme pressée d'avoir un déficit en oestrogène. Alors du coup, quand est-ce que ça arrive dans la vie d'une femme? Effectivement, là, je vous ai remis ce petit schéma très simple où on voit effectivement, bah, à la puberté, on a les hormones qui augmentent. D'abord les oestrogènes, puis la progestérone. On va avoir toute cette phase de règles où tout va plutôt bien se passer, phase où en général, bah, sauf pour les femmes qui sont déjà en pathologie, mais en général tout se passe bien. Une grossesse, pouf, un espèce de tsunami d'hormones. Et puis le postpartum, alors on va voir ce que ça donne du coup, et puis retour des règles, et comme on l'a vu dans les précédentes masterclass, arrivée de la préménopause, donc là ça commence un peu à se dérégler, puis la périménopause, et enfin la ménopause. Donc voilà, donc évidemment, on aura des phases qui seront plus ou moins favorables au fait d'avoir ce déficit en oestrogène. Euh, on va regarder ça. Euh, du coup, alors ça, quand on a justement une insuffisance ovarienne, bon ça je vous l'ai mis pour information, euh, précoce, c'est-à-dire bien avant la ménopause, ça peut être aussi diagnosticable et diagnostiqué sous l'angle de causes iatrogènes, alors en lien avec des traitements médicaux, hein, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie pelvienne, mais aussi ils ont mis pollution environnementale dans cet article, c'est-à-dire nos fameux perturbateurs endocriniens. Et tous les bébés qui ont eu des biberons pleins de bisphénol A et tout ça, je pense que cette génération de SOPK, c'est aussi une génération, alors oui, qui a un problème de dérèglement métabolique, mais qui a aussi un problème d'imprégnation de perturbateurs endocriniens depuis sa naissance, ou même au stade fœtal. Il peut y avoir des causes génétiques, donc c'est pour ça, là, bon, ça ne nous concerne pas, hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'ils ont noté que quand il y a une maladie auto-immune, on peut avoir aussi une insuffisance ovarienne. Donc, si une femme vient vous voir avec déjà une maladie auto-immune diagnostiquée euh, et qu'elle a des problèmes autour du cycle féminin, moi ça m'est arrivé hein, il n'y a pas longtemps, c'était une maladie un peu complexe, une myasthénie, je crois. Avec des traitements lourds, etc. Et elle venait me voir pour autour de son cycle féminin, de ses SPM et tout. Donc, on a probablement on a clairement une dysovulation dans ce cas-là, quoi. Dès qu'il y a une maladie auto-immune, il y a dysovulation. On ne peut pas. Enfin, voilà. Et en fait, ça peut être en lien. Alors, quand il y a une insuffisance ovarienne, ça peut être en lien avec le fonctionnement de l'hypothalamus, de l'hypophyse, hein, ou directement des ovaires. Donc on appelle ça insuffisance ovarienne, mais en réalité c'est tout le système, c'est tout l'axe hypothalamo-hypophyse-ovaire qu'il faut regarder, et pas que les ovaires. Ça se manifeste en plus, je trouve, insuffisance ovarienne, bon. Euh, euh, ah zut, je n'ai pas bien remis en forme ce document que j'ai un peu modifié. Euh, Dans ce document, je vous ai remis ce schéma parce que je voulais vous montrer aussi, vous remontrer. En fait, ça, c'est intéressant parce que c'est un graphique où on a la variabilité de la production d'œstrogènes chez une cohorte de femmes. Je me souviens plus combien il y avait de femmes dans cette cohorte. Et ils ont mesuré donc l'estradiol, qui est l'œstrogène du cycle, et ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait une grande variabilité. Et effectivement, euh, euh, certaines femmes boostent bien la production d'œstrogène, la moyenne est assez. Voilà, et puis d'autres vont avoir une production beaucoup plus faible, donc seront là avec certainement des problématiques de dysovulation et de manque d'œstrogène. Alors, le déficit en œstrogène, il peut venir aussi d'une
pilule progestative ou d'un DIU hormonal, si vous avez une femme qui a un stérilet aux hormones ou qui est sous pilule progestative, elle va avoir des signes, alors qu'elle est pas du tout proche de la ménopause, elle va avoir des signes de déficit en oestrogène. Donc ça, c'est pour vous donner les différents tableaux pour que quand vous voyez le questionnaire qui arrive, vous posez la question dans quel tableau je suis, en lien avec quoi. Euh, j'ai trouvé un livre là qui était assez intéressant, à mon avis, qui sera intéressant à lire. Bon, c'est encore en anglais, hein. Je vous avoue que en ce moment, comme je vais faire des recherches plus avancées, on tombe pas mal sur des livres en anglais. This is your brain on birth control. Comment la pilule change tout, notamment dans nos fonctions cognitives. Alors, on donne des pilules œstroprogestatives ou progestatives aux femmes sans absolument les informer qu'elles vont être dans des problèmes cognitifs et des problèmes de libido et des problèmes de dépression, éventuellement. Alors, chacune a plus ou moins de sensibilité, ça va dépendre aussi de son hygiène de vie par rapport à ses neurotransmetteurs. Mais si vous avez une femme qui a une alimentation très carencée, qui va du coup produire moins bien de neurotransmetteurs, plus bon, voilà, une petite énergie, une petite vitalité, plus quelques soucis personnels, à qui on colle la pilule progestative. Bon, là, c'est la pilule. Sur ce schéma, on parle de pilule œstroprogestative, mais progestative, c'est pareil. Elle aura plus du tout ces pics d'œstradiol. L'œstradiol va vraiment être tempéré, soit soit c'est l'œstradiol chimique qui est, enfin, un équivalent de l'œstradiol chimique qui est donné, soit c'est plus du tout d'œstradiol. Et là, elle va pouvoir vivre quand même quelque chose qui est très péjoratif sur sa vie, quoi. De prendre la pilule progestative, c'est quand même, ou un DU hormonal. Or, en plus, quand on le donne, voilà, à une femme qui va approcher la ménopause, parce que ben, dans ce cas-là, au-dessus de 40 ans, on se dit, on va pas donner d'œstrogène parce que, il y a plus de risques de cancer, etc. Donc, on donne que du progestatif ou du DU hormonal, même s'il est produit, déclenché localement. Mais du coup, moi, je vois beaucoup de femmes qui prennent du poids, se sentent pas bien, etc., etc., ont une libido dans les chaussettes. Alors, c'est quand même un peu paradoxal. On veut plus avoir de problème avec sa contraception et on prend ses pilules et en même temps, on se retrouve ben, du coup à avoir la libido dans les chaussettes, quoi. Bon, c'est pas très productif. Alors, Maëlle dit, pose la question de savoir s'il y a une ovulation sous la pilule progestative. Il n'y en a pas forcément. On l'a vu, Maëlle, j'avais répondu à la même question sur les stérilés aux hormones. J'avais regardé dans le livre de Bérangère Arnal, hein, qui est le livre de référence sur tout ce qui est contraception. Je vous remets son nom là, Bérangère Arnal, c'est pilule ou pas pilule. Elle a fait un livre, cette gynécologue, qui est vraiment absolument une référence, si vous voulez, sur tout ce qui est. Donc, on avait vu, et du coup, j'avais été regarder dans son livre par rapport au DIU hormonal, est-ce qu'il y a encore une ovulation ou pas? Elle disait que ça dépendait du dosage des hormones, mais qu'a priori, euh, euh, sous Mirena, la plupart des femmes n'ont plus d'ovulation. Même si elles peuvent avoir quelques saignements privatifs. Et alors, là aussi, sur les pilules progestatives, on peut se poser la question du dosage et est-ce que, de toute manière, sous les pilules, en général, les saignements ne sont pas des règles, sont des saignements de privation d'hormones, d'arrêt de la plaquette, quoi, ou d'un semblant de... Mais on donne l'information au cerveau. Ah d'accord, dans le livre de Guénaëlle Abéguilé, elle dit qu'il y a encore des cycles sous pilule progestative. Ça doit dépendre un peu de... pour moi, ça dépend des femmes et ça dépend des pilules. Il y a une rencontre entre les deux, quoi. Mais là, effectivement, là, J'ai essayé de trouver des données sur les variations hormonales sous pilule
Progestative, et j'en ai pas trouvé dans les recherches scientifiques. Ouais, ça dépend des femmes et des pilules. Voilà, tout à fait. Mais en fait, on veut, enfin, globalement, quand même, on a envie de. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'ovulation, puisqu'on n'a pas avoir de risque de grossesse, puisque c'est une pilule qui est prise pour contraceptive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, voilà, on a une autre image. Alors, je sais pas d'où ça vient, c'est Sarah Naturo qui a mis ça sur son site. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a non seulement l'arrêt de la production, euh, une partie de l'arrêt de la production de nos hormones naturelles qui est faite et qui est remplacée par des hormones chimiques au niveau œstrogène et progestatif. C'est ce que j'aimais bien dans ce schéma-là. Éthine, ça c'est le stradiol chimique et le progestatif. Et par contre, FSH et LH, normalement, ils se mettent en pause aussi. Donc tout le système hypophyse, hypothalamieux, hypophysaire, ovaire se met en pause la plupart du temps. Et évidemment, quand on va à l'arrêt, quand on a l'arrêt de la pilule, souvent on a une phase aussi où il y a un déficit en œstrogène. Ça, c'est le cas arrêt de la pilule. Euh, et éventuellement avec un redémarrage avec des oestrogènes dominants comme à la puberté, mais peu de progestérone. Enfin, il faut que le temps que tout le cycle redémarre. Et moi, j'ai connu des femmes qui ont des SOPK à l'arrêt de la pilule. Mais du coup, c'est pas tout à fait les mêmes SOPK que, que le tableau SOPK primo, enfin, dès la puberté. C'est plutôt un tableau de SOPK qui peut être transitoire avec des kystes fonctionnels parce que, il n'y a pas de bonne ovulation, quoi. Oui, moi aussi, je pensais que ça bloquait complètement parce que le but, c'est quand même de faire de faire une contraception, quoi. Ou alors, ça fait une petite ovulation mauvaise, mais... Et Nora dit, je ne connais pas la réponse non plus. Mais j'ai souvenir d'avoir discuté avec des femmes qui me disaient sentir des variations d'énergie et sentir quand elles ovulaient, même sous contraceptif progestatif. Donc peut-être. Je vais re-regarder ce qu'elle dit dans le bouquin de Bérengère Arnal. J'avais regardé pour le stérilet et elle disait que Mirena, la plupart n'ont pas de cycle. Les nouveaux stérilés avec un dosage moins fort, je me souviens plus de leur nom, 30% ont encore des cycles. Donc là, bon, mais pour le stérilet, c'est pas grave puisqu'on sait qu'il agit aussi localement par une inflammation de l'endomètre. Pour les pilules, je vais quand même regarder dans le bouquin de Bérengère Arnal. Pour moi, toutes les pilules bloquaient tous les cycles. Mais bon, à vérifier. Ok. Oui, et certainement, comme dit Christelle, les ovulations sont vraiment pas qualitatives. Sinon, sinon on raterait l'objectif quand même, même si aucune contraception n'est sûre à 100%. Bon, j'avance vite parce qu'il y a plein de choses à te dire encore. Donc, le SOPK, bon, je ne vais pas faire un cours là sur le SOPK, hein, mais en fait, c'est en lien la plupart du temps en lien avec une résistance à l'insuline, une obésité, une dyslipidémie, etc., etc. Et là, dans ce cas-là, on a aussi excès de testostérone. Donc tout ça, ça fait un déficit en oestrogène. En fait, la progestérone bloque la fécondation en contrôlant la glaire cervicale, puis en empêchant la nidation de l'embryon via le contrôle du développement de l'endomètre. Ok. Effectivement, peut-être juste un changement de glaire cervicale suffirait. Bon, là, sur le cervical, le SOPK, je passe vite. C'est vraiment un cas de déficit en œstrogène important. Et avec 7 fois plus de tentatives de suicide chez les patientes atteintes de SOPK. Moi, je me demande aussi si toutes ces jeunes femmes qui veulent faire une transition de genre ne sont pas aussi quelque part concernées par déjà un excès de testostérone ou des problématiques en lien avec un... Mais ça, j'en sais rien. J'ai pas d'études là-dessus. Je le dis juste. Et effectivement, la chute des oestrogènes et de la progestérone en toute fin de cycle peuvent expliquer le SOP, le SPM. Une question de Pauline tout à l'heure. Euh,
Parfois, on peut ressentir effectivement d'abord, quand il y a un manque de progestérone, d'abord ce SPM avec énervement, irritation, etc. Puis, effondrement des hormones, donc les quelques jours, 2 jours avant les règles, là, on est au fond au fond du trou, quoi. On est déprimé. Donc ça, ce serait la chute des deux en même temps, quoi. Bien sûr, il y a aussi le postpartum. Là, vous avez les productions d'hormones d'œstrogènes pendant la grossesse, les E1, E2, E3, et cette chute brutale au moment de la naissance, qui font aussi cet état qui peut devenir dépressif s'il n'est pas compensé par un bon niveau d'ocytocine ou voilà, ou que la femme ont un bon niveau de neurotransmetteurs. Encore une fois, c'est pas des fatalités. Toutes les femmes n'ont pas une dépression postpartum, mais s'il y a des facteurs de déjà dérèglement des neurotransmetteurs, déjà un manque d'ocytocine ou manque de voilà ou risque ou fatigue ou épuisement des surrénales, on peut avoir là effectivement c'est un cas aussi. Et je vous ai remis d'ailleurs, quand vous voyez sur ces schémas E1, E2, E3, la dernière fois, je vous avais dit les différents types d'œstrogènes, et en fait, ça correspond à ça. E2, c'est l'œstradiol, c'est les œstrogènes qui sont principalement produits par les ovaires pendant le cycle féminin. L'œstrone, ça va être dominant à la ménopause, donc qui n'est pas produit par, un tout petit peu produit par les ovaires, mais surtout par les surrénales, le foie, les tissus adipeux, le muscle. Et enfin, E3, c'est le striol qui est surtout l'hormone, l'œstrogène de la grossesse. Alors, j'ai trouvé des chiffres sur effectivement E1, E2, E3, progestérone, E1, E2 surtout. Qu'est-ce qui se passe en préménopause et en postménopause? Et en fait, la grosse chute, c'est évidemment surtout l'œstradiol qui arrête d'être produite, hein. On passe de 158 plus ou moins 207. Alors, j'adore les variabilités, hein. À là, vraiment, on a une chute d'estradiol. Et d'ailleurs, ce qui va être mesuré dans les analyses médicales, c'est l'œstradiol, hein, souvent, pour voir justement comment il évolue autour de la PME. Alors que notre œstrone diminue voilà, avec il y a une bien moins forte diminution de production d'œstrone. Et c'est là où, en fait, on pourrait compenser la diminution. Enfin, voilà, l'œstrone vient prendre le relais et peut continuer à avoir toutes ces actions bénéfiques des œstrogènes, puisqu'il agit de même sur l'humeur, la pêche, le métabolisme, etc. Sauf que si, dans certaines conditions, effectivement, de ménopause, on pourra avoir un déficit aussi de stress. Et la progestérone, voilà, baisse aussi. La testostérone reste assez stable. J'étais intéressée par ces chiffres. Euh, Reste assez stable. Et du coup, ce qui peut faire comme des ressentis de trop de testostérone, comme des poils qui poussent, des pertes de cheveux spécifiques, mais bien parce que euh, si en plus la femme a tendance auparavant à déjà avoir un peu une surexpression de la testostérone, bah parce qu'en fait l'équilibre entre testostérone et oestrogène change complètement. Et ça, on y reviendra, je pense, dans la masterclass sur la testostérone. Et puis, des fois, il y a des femmes qui ont voilà, des ménopauses artificielles. Ça, c'est notamment les femmes qui ont de l'endométriose autour de leurs opérations. On leur propose des ménopauses artificielles. Bon, ça, on rentre dans le champ médical. Alors, les causes du déficit en œstrogène, ça peut être... alors là, je vous ai mis toute la cascade de production des œstrogènes, des hormones stéroïdes. On part hein, du cholestérol tout là-haut. Oups, tout là-haut. Et puis, bah, on a la production de prégnénolone. Alors, quand c'est en rouge, c'est dans la mitochondrie, qui ensuite va être transformée en progestérone, puis après en cortisol. Donc voilà, ça c'est les cascades. C'est une autre façon de présenter les cascades de hein. Et donc vous avez là les- le cortisol et une part d'autres voies de synthétisation, et notamment l'aromatase. On va passer d'abord par la testostérone, les androstrédiones et la DHT pour, avec l'aromatase, passer aux œstradiols.
aux œstrogènes. Bon, c'est important d'avoir en tête cette cascade parce que finalement, ce qui va nous faire les causes de déficit en œstrogène, ça peut être un excès de sport. Dans ce cas-là, le corps considère que le sport, c'est un stress et qu'il faut y faire face. Et du coup, il produit plus de cholestérol, cortisol. Donc en fait, c'est cette voie-là qui va être favorisée par rapport à cette voie-là. Ou alors, il considère aussi qu'il faut plus de testostérone pour faire plus de muscles. Donc, on aura un peu d'inhibition de l'aromatase en cas d'excès de sport. Trop de sédentarité, bah, tout ça dysfonctionne, donc on est aussi pas très mieux. Refus de sa part de vulnérabilité, bon, bah, ça c'est plus psychologique. Excès de lumière bleue, c'est une toxicité qui va nous amener à produire plus de cortisol. Excès de sucre, c'est aussi une toxicité avec beaucoup d'inflammation qui va nous amener à produire plus de cortisol. Inflammation, carences, perturbateurs endocriniens qui vont brouiller un peu les pistes de tous ces équilibres et les toxiques. Donc voilà, ça c'est vraiment, j'ai balayé très très large. Je rentre pas dans la physiologie aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on ait du temps pour plus parler féminité. Alors, l'hypothyroïdie peut amener à une baisse des productions d'œstrogènes, puisqu'en fait, pour que le cholestérol rentre dans la mitochondrie pour produire la prégnénolone, qui est la première étape de toute cette belle cascade de production d'hormones, il nous faut de la T3 en quantité suffisante. Et il nous faut un bon nombre de mitochondries opérationnelles avec pas trop de carences sur le fonctionnement des mitochondries. Bon, ça, je vous renvoie sur tous les trucs de physiologie. Et l'excès de testostérone, donc je vous en ai un peu parlé, voilà, quand il y a trop de sport, quand il y a trop d'insuline, on a remarqué que ça crée, notamment chez les femmes qui ont du SOPK, plus de testostérone parce qu'il y a une inhibition de l'aromatase. Euh, et chez certaines femmes aussi, il va y avoir prise de testostérone pour transition de genre. La maigreur aussi va être aussi une, une cause de déficit en oestrogène, en fait. L'aromatase ayant lieu en partie dans les cellules adipeuses, hein. Voilà, ça c'est des rappels. Et donc, je vous ai refait ce schéma que vous avez vu dans les autres masterclass. Bon, finalement, j'ai pas énormément changé de choses, hein. On revient toujours un peu sur la même chose. Quand on a des dysovulations, parce que la commande centrale hypothalamo-hypophysaire n'envoie pas assez de FSH ou de LH, ou qu'il y a un déséquilibre entre FSH et LH. D'ailleurs, dans le SOPK, c'est ce qu'on remarque, il y a trop de LH par rapport au FSH, donc on a un déficit en oestrogène. Quand il y a un excès de alors est-ce que c'est parce que, par exemple, le cerveau a eu, à cause des perturbateurs endocriniens, un feedback qui s'est mal passé? Enfin, c'est là où les perturbateurs endocriniens, tout ce qui est stress exagéré, alors on va revenir sur les causes enfin je vous ai mis les causes de stress, hein, c'est tout ça, c'est énorme. Tout ça, ça va impacter hein, le fonctionnement de l'hypothalamus. Donc c'est tout ça hein, qui est derrière ce petit terme inhibition de la commande centrale, c'est quand même un champ en fait énorme. Et que cette prolactine, il faut toujours avoir ça en tête aussi. Euh, Parfois, il y a des femmes qui peuvent avoir certains signes de gonflement de sein, mais en fait, c'est par un excès de prolactine, hypothyroïdie. Voilà. On a aussi bah, tout ce qui est troubles métaboliques, hein, on l'a vu. Attention aussi à les dysbioses, le foie engorgé, tout ça n'aide pas à une bonne régulation des oestrogènes. Trop de stress, trop de production de cortisol, le fameux pregnénolone style. Toute la production de pregnénolone va pour fabriquer du cortisol quand on est notamment en burn-in pendant en phase de résistance, puis en burn-in pendant des années et des années, hein. C'est vraiment le cas que j'ai eu en séance hier. Elle était over stressée depuis des années, quoi. Elle s'en rendait même pas compte. Et évidemment, bah, du coup, la préménopause, ça fait mal, quoi.
Et tous ces syndromes de périménopause vont être effectivement augmentés par ça. Mais quand on a donc un déficit en oestrogène, ne pas dire simplement c'est la faute à pas de chance, je suis une femme et j'aborde la ménopause, mais se poser la question, est-ce que dans tous ces facteurs, dans toutes ces causes, il y a des causes de, et notamment nous, ce qui va nous intéresser les naturopathes, de défauts d'hygiène de vie qui nous ont amenés à tous ces troubles et ces problématiques qui vont amener à ça. Vraiment, moi aujourd'hui, je suis ravie de savoir qu'on parle beaucoup préménopause, ménopause sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais j'ai encore tombé sur une pub là ce matin de Alexia Cornu, qui est superbe naturopathe, coach sportive, qui donne très envie de l'écouter tellement elle est belle personne. J'écoute son truc sur comment faire face aux douleurs pendant la ménopause, préménopause, ménopause, et pof, c'est la faute à la baisse de production d'œstrogène. Point barre. Non, ça va pas, quoi. Pas, il y a toutes ces causes à regarder avant, quoi. Et dans toutes ces causes, donc bon voilà, on peut être très nourri de médecine fonctionnelle, etc. Mais j'avais aussi quand même envie de nourrir la réflexion autour de notre féminité. Alors, ça tombe bien parce que donc on va avoir un petit rendez-vous de notre réseau sur la question de, de notre nom de réseau et du coup j'ai eu envie de revenir sur donc la femme, c'est l'être humain de sexe ou de genre féminin. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent revendiquer d'être femmes juste de genre, bah, aujourd'hui, la société l'accepte. C'est une évolution de notre société. Moi, ça me perturbe, hein, je vais vous dire. Je fais paraître des fois réac, mais voilà, pour moi, une femme, c'est plutôt quand il y a une réalité biologique, physiologique interne, avec des seins, des règles et tout ça. Bon, mais aujourd'hui, il y en a qui disent, moi aussi, je suis femme, j'ai pas de règles. C'est une évolution. La féminité, c'est l'ensemble des caractères. Alors, la féminité, ce terme, il a pas mal été rapté, là, enfin, préempté par les magazines féminins qui disent bah, si tu peux être féminine si tu as du rouge à lèvres, des machins comme ça, des trucs. Bon, c'est un peu pauvre comme visée de la féminité. Pour moi, la féminité, c'est l'ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et comportementaux spécifiques ou considérés comme spécifiques aux femmes qui sont liés au sexe, au genre, et fortement influencés, voire conditionnés par l'environnement socioculturel. Bien sûr, loin de moi l'idée de dire que la féminité est juste physiologique, elle est aussi socioculturelle, elle vient de l'influence des comportements des femmes, elle vient de stéréotypes de genre aussi, ou qu'on peut vouloir déconstruire parce que, voilà, pas forcément envie de tomber dans le panneau des stéréotypes de genre. Mais pour autant, voilà, en ce moment, voilà, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en évolution. Et c'est une notion qui est vraiment complexe parce qu'elle renvoie à l'ensemble des traits de caractère, des comportements, des émotions, des valeurs, des compétences, des aptitudes comme étant typiquement associées aux femmes. Voilà. Donc, et ce qui fait que un jour même, j'ai eu une demande de consultation d'un homme, pour le coup pas du tout en transition, mais qui m'a demandé de faire une consultation sur sa féminité. Alors là, j'étais un peu embêtée aussi, parce que moi, autant je connais bien la psyché des femmes, enfin, je me suis attachée à essayer de la comprendre, enfin, donc comprendre la complexité, autant celle des hommes qui veulent, voilà. Et pour moi, en fait, c'est plus que il aurait voulu travailler sur sa part féminine, ce que Carl Jung, le psychanalyste, a parlé l'anima chez l'homme. Mais là, dans ce cas-là, on est plus dans la notion de féminin, en psychanalyse, c'est l'intérieur, l'invisible, l'anima de l'homme, et qu'on pourrait dire en fait notre part énergétique yin, et du coup qu'on a appelé aussi, qu'on a décliné sur le féminin sacré, voilà. Donc pour moi,
quand j'ai choisi le terme féminité, c'était vraiment pour montrer que je m'intéressais autant au caractère vraiment sexuel de la femme, ses seins, ses règles, ses ménopauses, ses hormones, qui lui sont vraiment propres. Là, pour le coup, on est dans des caractères biologiques, que psychologiques, que comportementaux, avec effectivement l'histoire que aujourd'hui les choses sont un peu brouillées par ces gens qui veulent dire revendiquer un genre sans la biologie. Bon, mais c'est l'actualité. Et j'ai pas voulu prendre le terme féminin parce que pour moi, le féminin, ça rapporte plus. D'abord, c'est un adjectif et ça rapporte plus à un principe qui peut se retrouver chez l'homme, chez la femme, un principe féminin qui peut se retrouver aussi dans la société, dans voilà, le féminin sacré. Pour moi, il est accessible aussi aux hommes en fait. Mais bon, voilà, c'est une petite réflexion. Je me suis amusée aussi en amont de cette masterclass d'interroger l'IA sur les enjeux de la féminité et de l'intimité. Et je vous ai transmis les textes qui ont été produits. Alors j'avoue, c'est un peu facile de ma part à n'avoir fait ça et j'essaye de pas non plus trop interroger l'IA tout le temps pour pas, pour des questions écologiques, hein. Mais là, bon, je me suis dit, allez. Et bon, ça sort des choses qui sont assez bateaux, mais par contre qui sont Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé que les réponses étaient relativement bateaux. Enfin, genre Nouvel Obs, journalisme, voilà, pas très pointu. Mais qu'il y avait quand même un panorama des questions qui étaient posées que je trouve assez intéressant parce que c'est assez large comme panorama de questions. J'ai même posé aussi la question à l'IA des artistes qui faisaient des œuvres qui interrogent aujourd'hui la féminité. Moi, en tout cas, à un moment donné, quand je me suis posé la question, c'est quoi être femme, puisqu'en fait, c'est bien pour ça que j'en suis arrivée à travailler sur ma féminité. Parce qu'en fait, j'ai été élevée dans une famille où il y avait bon, des figures féminines fortes, mais aussi des figures féminines assez effacées sur le côté féminin. Et, euh, j'avais bien capté, étant jeune femme, ce que c'était que la maternité. J'ai même eu des enfants assez tôt, donc j'étais attirée par cette facette de ma féminité. J'avais bien capté d'autres facettes de ma féminité, mais j'avais l'impression qu'il me manquait des cases et des modèles. Et donc, comme à l'époque, je pratiquais beaucoup le Qigong, je suis allée vers la voie du Tao et j'ai essayé de comprendre. Et ça a été intéressant pour moi de comprendre justement ces notions de yin-yang. euh, qui permettent aussi voilà, d'apporter une autre compréhension de, par rapport à ces oestrogènes et ce manque d'oestrogènes, on reste dans le sujet, hein, mais de qu'est-ce qui va euh, nourrir l'énergie féminine pour la restaurer et du coup assurer une bonne santé aussi hormonale et voilà. Et donc quand je suis allée vers les taoïstes, eux ils ont cette réponse de dire bah voilà dans l'univers on a le yin et le yang qui sont tous les deux présents. En nous aussi on a du yin et du yang comme le principe féminin, le principe masculin. On a du féminin, on a du masculin, hein. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est que dans le féminin, on peut avoir du masculin. Euh, voilà, eux, ils disent ces caractéristiques-là entre le yin et le yang. Et ce que nous disent les taoïstes, c'est que on va se ressourcer en tant que femme plutôt dans le yin, si on a besoin de reprendre de l'énergie. On va recharger aussi nos surrénales dans le yin, alors que les hommes, s'ils ont besoin de retrouver de l'énergie, ils vont plutôt aller se recharger dans des activités yang. Voilà. Ok, Anne-Aurélie. Très bien. Merci, à bientôt. Et ça m'avait vachement interpellée à l'époque de comprendre ça et de comprendre du coup que il y a certaines qualités du yin qui ne sont pas valorisées dans la société. Et que on m'avait jamais appris que si je me reposais
si je me détendais, si j'étais dans plutôt la réceptivité. C'est des choses qu'on m'avait pas du tout enseigné à faire, qu'on m'avait pas du tout valorisé. Moi, j'étais plutôt sur, aujourd'hui, notre société, elle valorise plutôt les comportements yang, du faire, de l'accomplissement, voilà. Et par là même, j'ai compris effectivement qu'il me manquait en fait cette base-là et de cultiver en fait ces deux aspects en moi. Et que voilà, j'ai trouvé des réponses là sur une femme. C'est aussi une personne qui est capable d'accéder aux qualités yin et de se ressourcer dedans. Voilà. Et c'est là que après j'ai été faire toute une exploration du féminin sacré, des cercles de femmes, etc. Et c'est marrant du coup en préparant cette masterclass. Donc du coup, j'ai trouvé cette jeune femme trop mignonne sur les réseaux sociaux. J'ai dû tomber, taper sur YouTube, sur un truc. Ou alors YouTube me l'a proposé, évidemment, parce que euh, il a compris que je faisais des recherches là-dessus. Et elle me disait, arrête d'agir comme un homme. Euh, cette jeune femme toute mignonne qui donne quelques caractéristiques, qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on agit toujours comme des hommes, nous? Hein. Alors moi, je sais que dans mon éducation, j'ai mis à jour et du coup, j'ai déplié le truc qu'en fait, mes parents, s'ils m'avaient bridé dans le fait de trop montrer d'être une femme ou une fille, une jeune fille en tout cas quand j'ai eu mon corps qui a été transformé, c'est qu'en fait, ils voulaient me protéger de l'agressivité des hommes. On sait que les hommes peuvent en partie être aujourd'hui dans notre société encore des prédateurs, hein, des femmes. Et mon père, je sais que s'il m'a dit enfin voilà, il y avait cette notion de attention de pas trop se montrer femme parce que sinon ça peut être dangereux. Donc voilà, donc moi j'ai fait tout ce parcours pour nourrir mon yin, nourrir ma féminité. J'ai été explorer toutes les voies du Tao avec les pratiques taoïstes, œuvre de yoni, automassage des seins que je vous ai transmis pour celles qui ont suivi mes formations, mais aussi cercle de femmes, hein, on en a parlé l'autre fois avec Marine, qui font beaucoup de bien pour se sentir justement protégées éventuellement de toute prédation, mais aussi dans un espace safe et aussi de comprendre comment les autres fonctionnent. Mais on a aussi toutes les pratiques de vivre au rythme de son cycle, se reposer pendant les règles. Et j'ai hâte qu'on fasse des fiches là-dessus. Tout ce mouvement du féminin sacré qui a essayé de comprendre comment on vit au rythme de se réapproprier son cycle féminin, ça va dans le sens de nourrir son yin, nourrir sa féminité, le flux instinctif libre, les danses. euh, Moi, je suis étonnée à chaque fois qu'il y a des propositions de danse, que des femmes qui n'ont pas l'habitude de danser dans leur vie de tous les jours se mettent à danser. Le nombre de femmes que j'ai entendues, et moi-même la première, dire ah là là, mais pourquoi je danse pas plus? Qu'est-ce que ça me fait du bien de danser? Comme si évidemment, l'ancrage dans le corps, la reconnaissance de son corps, de ses propres besoins, et du coup, d'être plus que de faire. D'être dans la danse plus que d'être dans le faire je fais bien mon travail, je fais bien toutes mes activités sociales. La créativité, la méditation, voilà, les pratiques taoïstes, tout ça, ça vient nourrir la féminité. Et du coup, notre femme pressée, évidemment, ben, euh, il y a aussi Alicia qui part sur la pointe des pieds en disant merci. Manque de progestérone et difficulté à ralentir. Euh, J'avais une réflexion aussi sur cette idée que, effectivement, le fait d'être en manque de progestérone, ça va avoir des effets, et on a vu toutes les causes hein, pour la femme pressée. Euh, Donc, elle va moins avoir accès à toutes ces activités plus yin, puisqu'elle va avoir moins accès à ralentir. Je me suis fait la réflexion aussi que en médecine, en pharmacopée, quand on veut relancer un cycle, on commence par donner de la progestérone aux femmes, ce médicament là dont je ne connais pas. Et du coup, voilà, il y a à mon sens aussi un enjeu de réconcilier les femmes pressées avec leur corps, parce qu'elles vont pas aimer tous ces signes de manque d'œstrogène, elles vont avoir des comportements qui font qu'elles vont manquer de progestérone, et du coup, on a tout le cycle qui est un peu à plat. Et donc, c'est un vrai enjeu
par rapport à la féminité aujourd'hui et à l'acceptation des femmes de leur féminité. Et des fois, je me demande aussi, voilà, le rôle qu'ont pu jouer les féministes des années 70 enfin, j'ai exploré un peu la question, mais dans ce jeu-là. Euh, j'essaye d'avancer un peu vite ou alors je pose là et puis on fait un petit débat sur la féminité parce que là j'ai ouvert pas mal de portes. Ou alors bon, je finis ma masterclass puis bon, on pourra peut-être reprendre le débat sur la féminité dans un autre moment de partage de pratique s'il n'y a pas le temps ici. N'hésitez pas quand même à poser des questions si vous en avez. Donc comment on va faire dans l'accompagnement naturopathique? Et c'est là que j'ai repris, comme je vous disais, ben, comme la semaine dernière, là, j'ai repris l'ordre thérapeutique naturopathique de la Fédération internationale de... Je me suis dit, c'était pas mal de reposer ça ici. Parce qu'en fait, la santé d'une femme, la qualité de son ovulation, c'est en lien avec sa santé globale. Tout ce qu'on va faire pour sa santé globale va améliorer la qualité de son ovulation et va améliorer sa fertilité éventuellement, ou va améliorer sa préménopause, sa ménopause évidemment. Donc finalement, je me suis dit, revenons à la base, parce que en ce moment, moi, je trouve que avant même d'aller vers des produits naturels, pardon, ce que nous incite à faire les labos, évidemment, alors, dès qu'on suit un webinaire, la semaine dernière, j'étais énervée, j'ai suivi un webinaire sur la perte de poids par un labo, c'était pourtant un labo où il y a plein de naturopathes, hein. Mais tout de suite, c'est, ben voilà, il faut prendre tel et tel et tel et tel produit, sans même s'être posé la question. Évidemment, les labos nous engagent à ça et c'est eux qui nous forment aujourd'hui, sans même nous poser la question, est-ce qu'on a fait les premières étapes de l'ordre thérapeutique naturopathique? Alors, j'aime bien cet ordre thérapeutique. Alors, pour les GG, vous n'avez pas eu ces cours-là, parce que c'est des cours que j'ai commencé à donner aux promos suivantes. Alors, Christelle, elle doit se dire, mais c'est quoi ces histoires de GG? En fait, c'est les promos voilà, de l'école de santé naturelle. Donc, à partir des gynécos, j'ai commencé à donner les cours de naturopathie générale, des fondements, et j'ai parlé des fondements de la Fédération internationale de la naturopathie, qui nous disent qu'on doit commencer par travailler sur le mode de vie. On doit stimuler l'énergie vitale, on doit soutenir les organes qui sont affaiblis, et notamment bah, là, évidemment, dans les organes affaiblis, il y a les ovaires, il y a les surrénales. On sait bien l'importance des surrénales pour la production des oestrogènes. Bon, tout ce qui est posture, et enfin, produits naturels. Mais vraiment, on- donc vraiment, c'est ça. Donc voilà, là, vous avez, c'est-à-dire que en France, classiquement, dans les écoles de naturopathie, on avait plutôt tendance à enseigner les cures naturopathiques. Là, ce qui est intéressant, c'est une autre façon, et vous pouvez le garder ça sous vos yeux quand vous faites une séance de naturopathie, de vous dire, bah tiens, à quel niveau j'agis? Et si je vais directement au produit naturel, je rate ben, les 4 premières étapes. Est-ce que j'ai pas alors, des fois, il faut mettre des produits naturels dès le début, mais est-ce que j'ai pas oublié de travailler sur le mode de vie? Et là, je vais vous donner des choses très basiques sur le mode de vie, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui m'habitent, que j'ai vraiment étudiées en détail et qui... Ok, bonne journée, Pauline. Je suis désolée, c'est encore une masterclass où j'ai pas mal de choses à dire, donc du coup, ça dure l'heure et demie. J'essaierai de mettre le replay très rapidement. Donc, il y a déjà, si on veut que notre axe hypothalamo-hypophyse ovaire fonctionne bien, bah, il faut commencer par s'intéresser à l'hypothalamus et à l'hypophyse. Or, ouais, merci, Kat, merci. Or, et la première chose à faire, et maintenant je vous assure que dans mes séances, elles entendent toutes parler, c'est de recaler le rythme circadien. Comment voulez-vous, toutes nos hormones sont produites de façon rythmique et le premier rythme, c'est celui du jour et de la nuit. Et en fait, on est en train de flinguer nos métabolismes à le dérégler complètement. On le dérègle complètement parce qu'on est
bourrée de lumière artificielle qui, elle, brouille complètement les pistes de ce signal lumineux qui rentre par les yeux, qui vont au cerveau, qui dit ça y est, c'est le matin, on se réveille. Et le soir, qui dit il y a de moins en moins de lumière, ça va être le moment de dormir. C'est vraiment la production de cortisol et de mélatonine qui sont normalement régulées par cette lumière. Or, aujourd'hui, avec tout l'usage des écrans, des LED, en fait, alors, les ampoules qu'on utilise pour les économies d'énergie sont avec un spectre lumineux avec beaucoup trop de lumière bleue. On parle aujourd'hui de blue toxique, hein, la lumière bleue est toxique, c'est un vrai stress. Donc on va avoir toute notre production de cortisol qui va être déréglée à cause de ça. Or, on le sait, dérégler le cortisol, c'est avoir des chances de ne pas avoir une suffisamment bonne production de progestérone et d'œstrogène. Donc, voilà, bon, je vous ai mis tout ça, ça se passe avec, on a au sein de, on a les noyaux suprachiasmatiques hein, qui sont le lieu de régulation de notre horloge biologique interne, et puis on a des horloges périphériques, et on a même au sein de chaque cellule des gènes qui sont des gènes hormonaux, donc qui vont aussi ces horloges qui vont régler l'apoptose, la réparation de l'ADN, etc. Donc à partir du moment où vous déréglez ce rythme circadien, vous déréglez tout le fonctionnement du corps hormonal, mais aussi au niveau même cellulaire, la capacité des cellules à faire de l'autophagie, de la réparation, etc. Donc c'est vraiment, c'est le premier, la première étape, la base de la base. Bon, là, je vous ai remis un schéma du livre de Berthoud sur ce rythme circadien, donc il vous explique qu'effectivement, la régulation centrale de l'horloge centrale, c'est le soleil, c'est la lumière. Et le cerveau sait capter en fait le spectre lumineux du soleil pour comprendre que c'est le matin ou comprendre que c'est le soir en fonction du spectre lumineux. D'où l'importance de voir, vous allez voir la lumière du soleil se lever. Et il y a des horloges périphériques qui vont être réglées par le cerveau, mais aussi par d'autres stimulations comme l'alimentation, l'activité physique, la température. Si le soir vous faites une activité physique intense et que vous montez en température, vous avez des chances de dérégler aussi un peu vos horloges périphériques. Voilà, tout ça va influer sur insuline, glucagon, cortisol, leptine, mélatonine et enzymes de la glycolyse. Donc, tout le métabolisme. Si vous avez tendance à prendre du poids, réglez en premier votre rythme circadien, ça va vous aider. C'est ce que j'explique à toutes les clientes et j'ai maintenant un gros chapitre là-dessus que je leur donne. Et ça va régler aussi vos capacités cognitives et ça va régler votre sommeil, évidemment. 1 heure d'écran le soir ou de lumière artificielle, trop dans la lumière bleue, des néons, enfin des lumières, des ampoules là, à incandescence, vous enlève la moitié de la production de mélatonine. Et après, on a des femmes qui nous disent, je me réveille systématiquement à 3 heures du matin. Bah oui, la mélatonine, elle n'a pas été jusqu'au bout de la nuit. Or, quand on sait qu'un sommeil est perturbé, ben, ça induit aussi tout un dysfonctionnement de notre corps et notre capacité à bien produire notre... Enfin voilà, donc c'est vraiment la base. Donc aujourd'hui, toutes mes clientes reçoivent les conseils de routine de lever du soleil pour réguler leur cortisol, parce qu'il y a le stress. Bien sûr, le stress, on l'a vu, la pression, le stress, etc. Mais il y a aussi ça qui est à la base. Et donc, et c'est pareil, bon, quand j'ai les graines germées, j'étais pas encore complètement, j'avais pas encore pris complètement à bras le corps ce sujet, mais maintenant je l'ai pris et les promos suivantes l'ont vraiment eu mes conseils là-dessus. Et du coup, moi maintenant, je dis aux femmes, routine lever du soleil, voir le lever du soleil avant toute autre lumière et avant de prendre un café parce que le café, hein, ça pique de cortisol. Sortir dans la matinée à nouveau après le lever du soleil, dans la matinée plus tard, euh, 1 demi-heure au moins, pour que pareil, l'information soit là de l'heure du jour. Petit déjeuner assez rapidement dans le suivi du lever.
dîner avant le coucher du soleil, se coucher tôt, dormir au moins 7h30 par nuit, 7h05 par nuit, enfin 7h, voilà, et filtrer toutes les lumières bleues après le coucher du soleil. Voilà, je sais si vous avez des questions là-dessus, mais c'est franchement, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est la base de la base pour tout. Et autre base de la base pour les femmes, puisque là on est sur le côté, là on est plutôt sur le côté yang, solaire, etc. C'est pour toutes ces femmes qui sont en aménorrhée, la question va être, ouais, se lever tous les jours à la même heure, Christelle, même le week-end, très dur mais efficace. Et si possible, voir la lumière du jour. Mais alors, du coup, ça va même évoluer, hein, parce que bah, Pauline me demandait, bah oui, mais comment avec le décalage horaire? Finalement, moi, je me base sur l'application, je ne l'ai pas mis là-dedans, circadiane, comme rythme circadien, hein, qui me donne en fait l'heure à laquelle il faut se lever. Mais là, on va aller vers de plus en plus tôt, hein. Donc, même le week-end, de plus en plus tôt. Ou alors, moi, ce que je dis, sinon, c'est de laisser ses fenêtres ouvertes et même si on reste au lit, au moins on a on a l'information du jour qui se lève. Même si on est au lit et qu'on est en train de voilà, somnoler, faire ce qu'on a envie, des câlins, bouquiner, euh, euh, rêver. Au moins, en fait, le fait de laisser ouvert ses fenêtres permet euh, d'informer le cerveau que c'est le matin. Si on a envie de faire une petite grasse mat. Et donc, après, peut se poser la question aussi de se synchroniser sur le rythme lunaire. Euh, euh, alors, il y a des études scientifiques qui ont été faites pour dire est-ce que les femmes sont calées sur le cycle lunaire, est-ce que les naissances, bon, qui ont infirmé ça. Moi, je pense qu'on est pareil, là aussi, tellement déconnecté de la lumière de la Lune, de capacité que notre corps reçoive l'information, hein, du rythme lunaire que bon bah voilà, peut-être que les femmes se sont pas forcément calées là-dessus, peut-être aussi le fait de pas produire assez de progestérone fait que les cycles sont raccourcis, donc bon, plein de facteurs qui ont perturbé ça. Néanmoins, moi j'ai entendu des témoignages de femmes qui disaient qu'elles sortaient tous les jours, pareil là plutôt de nuit, pour capter la lumière de la Lune et que du coup elles s'étaient rendues compte que petit à petit leur cycle s'était régulé sur le cycle de la Lune. Bon, est-ce que c'est un effet du cerveau ou est-ce que c'est une réalité? En tout cas, ce qui peut être intéressant, et ça, c'est un protocole que j'ai vu chez Cécile Heller, qui est une aromathérapeute que je suis depuis très très longtemps. J'avais découvert ses travaux et je trouve que elle a une aromathérapie assez intéressante. Elle habite aux États-Unis, elle a inclus dans, voilà, des choses et sur les méridiens d'acupuncture dans son aromathérapie et tout ça. Et un jour, j'étais tombée sur ce protocole que j'ai déjà conseillé en séance pour des femmes qui ont de l'aménorrhée. C'est du coup de se caler sur le cycle de la Lune, de faire deux mélanges. Un qu'on va appliquer sur le ventre. Cécile Allaire, elle est toujours en application externe. Euh, En se calant, en se basant sur à partir de la nouvelle lune, en considérant que la nouvelle lune, c'était comme si c'était le début de notre cycle, et d'appliquer pendant 14 jours le mélange A avec plutôt des plantes œstrogènes, enfin, qui vont soutenir la production d'œstrogènes. Et en deuxième partie de phase lunaire, d'avoir d'autres huiles essentielles qui vont plutôt stimuler la production de progestérone. Et l'épinette noire aussi, qui est très intéressante pour les surrénales à plat. Donc voilà, pourquoi pas. Intéressant aussi. Marche et bain dérivatif, ça aussi, ça devrait être la base pour tout. Et là, voilà, je remercie encore 1000 fois Pauline d'avoir présenté ça parce que je me suis remise au bain dérivatif. C'est les conditions d'une bonne santé. Et si on n'a pas une bonne santé, on n'a pas un bon cycle. Voilà, on repart aussi, on repasse aussi à la base. Et du coup, ben voilà, dans les conseils, c'est pareil. Maintenant, de plus en plus, j'inclus marcher au moins 1 heure par jour. On sait qu'il faudrait presque être à 2 heures si on voulait être idéal, et adopter effectivement la cryothérapie périnéale. J'ai hâte qu'on ait fait notre fiche. Et du coup, cette cryothérapie périnéale, hein, ce bénéfice va être particulièrement aussi intéressant au moment de la périménopause pour les bouffées de chaleur et c'est des sécheresses vaginales, voire la libido.
je l'expérimente ces jours-ci sur moi-même, je suis étonnée des effets d'avoir ressorti mes bains Yocool sur ce côté-là. Et donc, je suis en train de lire aussi, du coup, relire la dernière version du livre de... Ouais, complexe de trouver 2 heures de marche par jour. Je suis d'accord, Dalila. C'est pour ça que, en général, je mets 1 heure et que c'est déjà pas mal si on arrive à faire cette demi-heure au lever du soleil et ensuite une autre demi-heure dans la journée. Ça doit pouvoir se trouver quand même. Ne serait-ce que pour d'emmener les enfants à l'école ou avec eux d'ailleurs. Euh, donc du coup, voilà le pouvoir du froid et je trouve que les dernières hypothèses de France Guillain sur le rôle des fascias dans l'équilibre des graisses dans le corps, c'est intéressant. C'est à tester, c'est à voir, En tout cas, c'est rigolo. Le mouvement du bassin. Ah, aussi, là, on est une base. Et je pense que la position assise, trop longtemps, font que nos organes génitaux, nos ovaires, sont en souffrance. Parce qu'il n'y a pas une bonne circulation du sang autour des ovaires, une bonne circulation lymphatique, un bon mouvement des fascias. Donc, en plus de la constipation, de l'inflammation intestinale, du machin, du truc, on est bingo pour que nos ovaires fonctionnent mal. Là, on est dans la question de bien fonctionner, à tout âge de la vie d'une femme, hein. Et l'intérêt, du coup, de conseiller aussi de bouger le bassin, éviter la position assise prolongée ou s'asseoir sur un ballon, qui permet d'avoir une ouverture du bassin un peu plus grande dans l'assise et du coup qui fait du bien non seulement, voilà, puis on est tout le temps en micro-mouvement. D'ailleurs, si vous me voyez bouger souvent, c'est que en fait, je suis sur un ballon. Euh, et toutes ces gymnastiques ou ces danses avec du mouvement du bassin, et on sait que toutes ces danses un peu féminines, hein, la danse orientale, les danses du ventre, les danses tahitiennes, je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous n'avez pas vu, allez voir des vidéos de ces danses tahitiennes pour voir leur aptitude, enfin c'est comme dans les danses orientales, les danses du ventre, hein, à bouger le bassin, mais c'est hallucinant quoi. Et je peux vous dire que en termes d'énergie féminine, là, ça circule, hein. Euh, et moi, je pense aussi que c'est des danses qui étaient intéressantes pour régler son cycle, pour maîtriser cette contraception. Et d'ailleurs, Aviva, la danse Aviva, s'est inspirée de ces danses plus traditionnelles euh, pour faire un protocole plus gymnastique, puisqu'Aviva était une chorégraphe et une gymnaste. Donc on est vraiment dans le style Véronique et Davina, hein, avec la danse Aviva. C'est pour ça que j'aime moyen, en fait, c'est une danse très codifiée, très alors on fait ci, on fait ça, on fait ça. En fait, moi je l'aime moyen dans ma pratique. Mais elle a été conçue vraiment pour que les femmes retrouvent une santé des ovaires, une bonne fertilité, donc des bonnes productions d'œstrogènes et de progestérone. Donc voilà, là aussi je vous invite, bon, puis on a le yoga hormonal, on va en parler au prochain atelier avec Isabelle. Alors, le sport aussi va être important parce qu'en fait, on l'a vu, une bonne partie de la production de nos hormones se passe dans les mitochondries. Donc, et en fait, on a le nombre de nos mitochondries va dépendre aussi. Alors, leur fonctionnement va dépendre de leur bon fonctionnement de plein de paramètres, mais on l'a vu déjà que la T3 puisse faire entrer le cholestérol dans les mitochondries, mais aussi de tous les facteurs de fonctionnement de la mitochondrie, hein, la coenzyme Q10, le zinc, etc., etc. Mais aussi, le sport nous permet d'augmenter le nombre de mitochondries dans les cellules et donc d'assurer une bonne santé métabolique. Et c'est pour ça souvent aussi que bah, faire du sport correctement nous assure aussi de bien carburer, d'être en bonne forme. Mm. Mais là, la question, c'est ni trop ni trop peu. Euh, voilà. Trop nous ferait avoir trop de production de testostérone.
ou de cortisol, trop peu. Donc voilà, donc on donne ces chiffres-là, 2 à 3, 30 minutes de cardio, 1 à 2 fois de renforcement musculaire par semaine. Et donc en exercice physique, ça fait 1 heure de marche par jour, des mouvements du bassin, de la gymnastique, des séances plus cardio et du yin aussi. Voilà, si on veut avoir un... Mais c'est vrai que quand on regarde ça et qu'on regarde nos agendas, on se dit, waouh, les conditions pour qu'on ait une bonne santé, c'est pas si évident dans nos vies de femmes modernes. Évidemment, il y a l'équilibre des macronutriments. Je regarde l'heure, il est déjà 25. Excès de glucides, insuline et inflammation. On peut prendre soin de nos hormones qu'à la retraite, dit Christelle. Excès de glucides, insuline, inflammation. Donc là, je ne saurais trop vous répéter que dans l'équilibre des macronutriments, il faut faire baisser les glucides. Il faut assurer une prise de glucides qui permette de réguler la glycémie. Bien mâcher, comme dit France Guillain aussi. Il faut faire attention toujours chez les femmes à l'insuffisance de protéines et aux carences en acides aminés qui vont pas aider aucun des systèmes à bien fonctionner. Et voilà. L'insuffisance en oméga 3 et en cholestérol. Dans les études de naturopathie, en général, on insiste beaucoup sur les oméga 3 mais pas assez sur le cholestérol. Et les graisses saturées qui nous permettent, qui sont en général les fournisseurs de vitamines A, E, D et K. Euh, Or, bon, ok, on peut toujours proposer des compléments alimentaires là-dessus, hein, mais quand même, on essaye à la base de faire que l'alimentation apporte tout. Et puis, en termes de minéraux, ben, il faut faire attention aussi au magnésium, sélésium, au iode, fer et je rajouterai aussi zinc pour la santé, voilà, de nos... Et là, on a une appli qui est intéressante pour suivre nos apports en micronutriments et en macronutriments. Je ne l'ai pas mise là. Il faudrait que je vous la retrouve. Je ne sais plus laquelle c'est, parce que j'en ai tellement téléchargé qu'il faudrait que je fasse un tri. Il y a une appli qui est bien pour suivre et les macros et les micros, pour se dire, bah tiens, est-ce que j'ai suffisamment d'apports en sélénium, en fer, en iode dans ma semaine? Les produits laitiers de quel type? Alors, crus, d'animaux qui ont si possible été bio et nourris à l'herbe. Alors, je sais, ça fait beaucoup de critères, mais ça nous évite de bouffer avec des produits chimiques, des antibiotiques et tout un tas de choses qui nous font dire à la fin que les produits laitiers sont pas bons pour la santé. Alors que le produit laitier, alors après, si possible aussi d'une vache caséine A2 ou de chèvre et brebis. Bon, là, on est encore dans un cran plus précis, mais si on a les intestins sensibles, pourquoi pas? Et voilà, la base, c'est bio, lait cru, euh, et si possible, animaux nourris à l'herbe. Bon, on n'a pas vraiment pas toujours l'info. Et si vraiment pathologie auto-immune, inflammatoire, porosité intestinale avérée, caséine A2 ou caséine A1. Je suis en train de me tromper. Bon, je retrouverai l'appli, je vous redonnerai. Je note que j'ai 2 choses à vous donner. C'est euh, info, je vais regarder dans le bouquin de Bérengère Arnald sur la pilule, les cycles, et puis les applis. Mais voilà, grosso modo, ce qu'il y a à faire pour les femmes, c'est leur dire qu'il faut qu'elles mangent plus de gras. Moi, pourtant qu'il y ait une conscience écolo, qu'elles enlèvent toutes les huiles végétales industrielles parce que tout ce qui est industriel vient prendre la place des des bonnes graisses et du coup mettre à mal notre métabolisme.
Et voilà, moi j'ai aujourd'hui ma synthèse actuelle. Je ne veux pas dire que je n'évoluerai pas, même si j'ai une conscience écolo forte, c'est que c'est difficile d'atteindre un bon équilibre des macronutriments et des micronutriments en étant végétarien. Ouais, et alors vegan, encore pire. Je suis d'accord, Colette. Si vous avez des solutions, si vous avez vu des choses qui marchent, je suis preneuse. Aujourd'hui, j'arrive pas à voir comment c'est possible. Parce que du coup, ça fait des assiettes hyperglycémiantes. Si on veut atteindre la quantité de protéines par des légumineuses, euh, on a le problème de la glycémie, on a le problème des leptines. Alors du coup, ça demande des préparations, etc., etc. Des antinutriments, de l'assimilation de tout ça. Ouais, alors Fabienne dit des protéines végétales en poudre. Alors effectivement, je crois que Marjorie, si tu es encore là, c'est ce que Marjorie fait avec de la whey. On m'avait dit ça l'autre jour. Mais souvent, les protéines végétales en poudre, faut vérifier qu'elles n'aient pas d'antinutriments et qu'elles ne soient pas inflammatoires du coup. Ça, j'en sais rien. Euh, les huiles végétales industrielles, bah, c'est tout ce qui est transformé, margarine, huile pas bio, huile chauffée, huile, tout ce qu'on trouve dans les plats préparés en fait, en général. J'ai mis industriel, c'est vrai que ça fait un peu... c'est ça, dans les produits transformés. Tout à fait, Nora. Ok, merci. Voilà, donc, vous voyez, là, on n'a même pas encore parlé de choses spécifiques, de produits spécifiques pour les femmes, si ce n'est l'iode et à ajouter en complément s'il n'y en a pas assez dans l'alimentation, quoi. Mais pour l'instant, on est sur les bases de la base. Et éviter les xénostrogènes, bon, ça, je pense que vous avez toutes. Je l'ai remis quand même pour info. Et évidemment, soutenir les ovaires dans leur production et soutenir aussi éventuellement les surrénales par des plantes adaptogènes. Vous avez vu dans le protocole de Cécile Heller, elle a parlé du Damiana, qui est une plante de la pharmacopée chinoise, puisqu'elle elle est assez branchée. On peut avoir aussi le maca, le shatavari qui est une plante de la pharmacopée ayurvédique et qui sont des plantes qui peuvent être intéressantes pour remonter les œstrogènes. La maca aussi, bon. Après, on a les bourgeons de framboisier, la sauge, l'alchémie et l'onagre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand on soutient la progestérone, hein, c'est ce que je vous disais, on a tendance à donner de la progestérone pour essayer de faire revenir un cycle. Donc pourquoi pas l'alchémie et l'onagre pour assurer aussi des bons cycles. L'anthuriacine qui va réguler l'aromatase si on a des problématiques d'aromatase, si on a identifié ça. Le houblon, là, sera plus pour voilà, gâtillier s'il y a trop de prolactine et sommité-floride d'avoine pour les femmes qui ont des problèmes de thyroïde ou de fatigue. Euh, Ah oui, Jessica, il y a effectivement, j'ai vu un webinaire avec une GG sur les huiles Holonage qui ont l'air pas mal. Super, merci de la référence holonage.com, HOLONAGE.com. Oui, c'est vrai, je dois la suivre sur les réseaux. Voilà, donc j'insiste pas trop là sur... La bourrache marche très bien des margeries aussi pour réguler les cycles en périménopause. Super. Euh, Avec la bourrache, il faut faire attention juste de faire des cures pas trop long terme, mais ouais, intéressant. Bourrache, oui, bourrache. Alors, est-ce que vous avez des livres à partager ou des références à partager ou des réflexions à partager sur la féminité? J'aimerais bien qu'on ouvre un peu ce chapitre comme je l'ai fait un peu rapidement. Et voilà. Alors, effectivement, il est 13h33, donc ça va être... J'ai utilisé l'heure et demie de notre rendez-vous. Ça va être difficile, mais Moi, peut-être je veux on... bien te Ouais, parler d'un livre, parce que tu as demandé la livre. ouais. T'as parlé là justement du yin et du yang. Moi, c'est plus en Ayurveda. Celui-là, je l'ai lu. Et alors, je sais pas si vous le connaissez. Euh, Féminité.
Féminité et Ayurveda, c'est par Christine Saint-Laurent. Elle est canadienne. Ok. Et vraiment, alors déjà, le livre est super joli à l'intérieur et ça met un peu en phase tout ce qui est bah, Ayurveda avec les cycles, enfin, les phases du cycle, etc. Mais aussi pendant toute la vie de la femme, donc des premières règles, pareil pour la grossesse, la ménopause, etc. Et vraiment, il y a des petites, puis il y a des petits rituels, des recettes ou ce genre de choses. Et je vous le recommande parce que vraiment, il est super sympa. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Donc, Donc voilà. ça vient compléter notre palette naturo avec des rituels. Est-ce qu'il y a une réflexion aussi sur la féminité? Oui, ah oui, oui, c'est tout le long du truc. C'est vraiment, c'est pour ça, ça met en parallèle avec l'Ayurveda, donc avec les différentes énergies, etc. Justement, en fonction de la phase du cycle. Mm. Tu vois, bah, typiquement, pendant l'ovulation, elle dit, enfin, tu vois, c'est par rapport à tout ce qui est les énergies, donc c'est les différents doshas. Oui, Que pendant l'ovulation, c'est mieux d'éviter de manger tout ce qui est trop épicé pour justement au niveau des doshas, etc. Bon, je ne saurais pas trop bien le réexpliquer comme elle l'explique dans le livre parce que je ne suis pas spécialisée là-dedans. Mais en tout cas, je vous le conseille parce que c'est vrai que ça permet de le voir d'une autre façon et c'est hyper complémentaire, je trouve, avec enfin, avec tout ce qui est un peu plus scientifique ou moderne. Enfin, moi qui suis de formation très scientifique. J'ai quand même beaucoup apprécié ça et puis même elle met en place enfin voilà même des plantes ou des choses un petit peu comme ça et vraiment il est super sympa. Je vais vous mettre la référence là dans le chat. d'accord. Il y a une huile chez Olonage, apparemment un mélange spécial SPM, onagre, bourrache, oméga 3. Chez Olonage, c'est ça, Jessica? Oui, oui, c'est Ok. Holonash. Je vous ai mis le lien au-dessus. Ok. Sinon, moi, j'ai aussi, enfin, j'ai lu il y a plusieurs années, donc La puissance du féminin de Camille Spez, que tu dois connaître, avec préface de Monique Grande. Et bon, c'est un peu sur le féminin sacré aussi, mais il y a aussi des rituels, il y a aussi accepter ses cycles, ses phases, etc. Et il y a pas mal d'infos. Enfin, moi, j'aime beaucoup Camille Spey. Je trouve qu'elle écrit très bien aussi et que c'est une très belle personne et qui aussi propose, enfin, qui est la pionnière dans les cercles de femmes et les tentes rouges. Donc, d'ailleurs, là, elle commence une formation. Voilà, si on veut animer des cercles de femmes, elle commence une formation en ligne. Bon, elle en fait régulièrement, mais enfin, je la suis moi sur. Mais Mm. voilà. Et puis Elle est j'avais sur un. Bordeaux. Oui, elle est sur Bordeaux. Et ça, j'avais un autre livre aussi, Sagesse et pouvoir du cycle féminin, Mm. donc de Marie-Pénélope Pérez et Marie Leblanc, qui est aussi plein d'infos sur les plantes, les différentes phases du cycle. Oui, Sarah Maria Leblanc, je vous en avais parlé, Mm, j'aime beaucoup. C'est elle qui parle du Shatavari, ouais. qui a bien intégré le Shatavari dans sa pratique, alors que c'est une herboriste québécoise qui préfère les plantes locales, en fait. Et elle dit, mais le Shatavari... mm. Mhm. Est-ce que, du coup, cette réflexion sur la féminité, vous avez envie qu'on poursuive, ça vous a parlé? Moi, je trouve que c'est voir ça comme une force. Enfin, c'est vrai qu'on a le féminisme, mais on a aussi la féminité. Et enfin, euh, je trouve que voilà, c'est revenir vers nous, vers nos forces, nos aptitudes, notre pouvoir du cycle, notre pouvoir du féminin. Enfin, en fait, on est coupé. Enfin, depuis enfin, toute ma génération, on a été coupé, quoi. Hmm, ça t'émeut. Oui, parce que moi, j'ai voulu revenir à mes cycles, Hmm, mais j'avais 50 ans et c'était trop tard, quoi. hmm. J'ai arrêté la contraception et puis bah, j'ai plus mes règles. J'avais mes règles, enfin voilà. Donc, j'ai pas.
Et ça, je suis en train de le dire à mes filles, quoi. De- Ouais, ouais. On nous apprend pas, on nous en parle pas. Oui, moi, je trouve les femmes qui ont un contraceptif, là, qui bloque toutes leurs règles, donc elles n'ont plus jamais de règles, donc enfin, plus de saignement, donc très bien, elles sont libres, elles peuvent faire. Mais quel sens ça a, quoi? Et puis, comment reconnecter à son corps? Comment ressentir? Enfin, je sais pas, ça me pose beaucoup de questions. Puis en même temps, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que moi, je fais partie de ces femmes où j'ai pris pendant 10 ans d'affilée la pilule et où j'avais plus mes règles. Mais pour moi, c'était une libération, j'étais hyper contente. Mais en même temps, tu peux pas en vouloir, enfin, on peut pas en vouloir non plus aux femmes sur ça. Enfin, je sais que oui, c'est une façon de parler, mais pour dire que en même temps, quand tu as tellement mal pendant tes règles et parce que on te dit pas que voilà, il y a sûrement d'autres problématiques, etc. Mais bref. Il y a beaucoup de femmes qui ont mal pendant leurs règles et qui ont des problématiques et en fait, bah, elles sont juste contentes de s'en débarrasser, quoi. Mais quand on leur dit pas qu'en fait, il y a d'autres solutions et il y a moyen après de ne plus avoir mal pendant ses règles, etc. Et tu vois, comme tu disais, Irène, même juste de se reposer, tu vois, d'accepter de se reposer pendant ses règles. Mais ça, c'est toute une déconstruction et c'est hyper compliqué, c'est hyper long, quoi. Mais c'est vrai que moi, vraiment, je me souviens, enfin, cette ambivalence, quoi, quand j'ai pris cette pilule où j'avais plus du tout mes règles, mais qu'est-ce que j'étais contente. Alors que maintenant, effectivement, je suis contente quand j'ai mes règles. Il y a vraiment les deux facettes, quoi. Mais c'est vrai que c'est tellement compliqué. On est dans un monde qui a été fait par et pour les hommes. Donc, en fait, c'est ça, c'est pas aussi cette égalité, c'est une équité qu'il faudrait. On a les hommes et on a les femmes d'un côté, et on n'a pas les mêmes besoins. Mais ça, c'est tout un chemin et je pense que c'est en route, quoi. C'est en route, mais nous, on le verra peut-être pas tout de suite, quoi. Toutes les actions qu'on essaie de mener, quoi. Je pense que ça va arriver dans les générations qui arrivent. Mais effectivement, éduquer les jeunes femmes et les jeunes filles, là, maintenant, qui vont bientôt avoir leurs premières règles et leur dire qu'il y a ces possibilités, je pense que c'est aussi un peu notre rôle, quoi, de transmettre et d'essayer d'éduquer cette nouvelle génération qui arrive, quoi. Et qu'elle se retrouve pas justement dans ce deuil de devoir à faire, à se dire, ben, en fait, j'ai connu ça trop tard, entre guillemets. Ce qui est totalement compréhensible, hein, Véronique, vraiment, je comprends vraiment ce que tu dois traverser, ça doit être hyper compliqué. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que nous, notre rôle, ça va être de dire, comme toi tu fais avec tes filles, de les prévenir, quoi, de leur dire, ben, en fait, vous avez un pouvoir immense à l'intérieur de vous, quoi. Bon, après, c'est pas fini après. Je pense qu'il y a un autre pouvoir aussi, hein, la ménopause. Mais c'est vrai que c'est deux choses différentes, quoi. C'est des phases de vie différentes. Mais ouais, c'est intéressant en tout cas. Merci beaucoup, hein. Moi, je Merci. voulais aussi réagir parce que c'est profondément ce qui m'anime et ce qui a animé ma pleine réorientation, ma pleine reconversion vers le métier de naturopathe. C'est que moi, j'étais en rejet depuis, je pense, la préadolescence de ma féminité, conditionnée même par l'entourage familial et même par le système éducatif Mm. à fonctionner comme des hommes, déjà des garçons, des adolescents et des hommes, sans jamais finalement sonder réellement nos besoins, au-delà des besoins physiologiques, mais même psycho-émotionnels, ce qui était très très dur, puisque personne ne se posait les questions, comment soutenir des adolescentes qui vivent très mal leur adolescence, puis Mm. derrière, ça fait des jeunes femmes très très en perdition et qui ont déjà beaucoup de problèmes hormonaux, donc beaucoup de problèmes psycho-émotionnels. Moi, je mets vraiment l'accent là-dessus. Parce que déjà, je suis mon propre cas avant d'avoir soutenu des cas pratiques et des cas de clientes. C'est que déjà, moi, j'avais le plus gros de mes problèmes étaient psycho-émotionnels. Donc, derrière, tout était foutu en l'air. Tous les problèmes hormonaux, problèmes de cycle, aménorrhée, enfin, complètement en branle. Donc derrière, après, pour réconcilier le corps et l'esprit, il fallait revenir vers le corps. Mais la société nous pousse à nous tourner vers d'autres choses, d'être dans le masculinisme. Donc effectivement, accepter notre pleine part d'être femme, déjà avant tout, de se réconcilier avec notre féminité, c'est très profond. Et c'est vrai que prendre ce temps d'écouter les femmes aussi, puisqu'on n'écoute pas, enfin, dans la société, on ne les écoute pas assez, ben effectivement,
c'est au-delà du combat du féminisme, c'est essentiel. Et je pense que c'est nous, vraiment nous toutes, qui allons pouvoir faire changer aussi ces mentalités et au-delà même des réseaux sociaux, puisque c'est vraiment un point d'impact énorme maintenant actuellement dans notre génération. C'est effectivement d'avoir une communication apaisée aussi, de pas être dans la dualité, d'être dans le combat contre le masculin, mais c'est effectivement prendre notre pleine place, nos pleines pouvoirs et potentiels, et justement faire de ça un cercle vertueux, vraiment, pour toutes les femmes. En C'est beau même ce temps, que tu as dit. C'est ouais, enregistré. c'est vrai, ouais, non, franchement, c'était beau. Mais tu vois, c'est pareil, ça me fait repenser à ce que tu disais, Irène, que tu avais été un peu éduquée dans ce truc de c'est dangereux, entre guillemets, d'être une femme. Mais même moi, enfin, je sais que ma mère, tu vois, maintenant, on en discute, etc. Mais pareil, pour moi, enfin, il fallait pas, il faut pas être une femme, c'est trop dangereux, il faut pas sortir tu vois, tard la nuit, il faut rentrer avant que le coucher du soleil, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que du coup, c'est d'autant plus, en plus de tout ce que tu viens de dire, Colette, qui est super intéressant, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette peur-là de dire, en fait, c'est dangereux d'être une femme. Donc, il faut pas montrer qu'on est des femmes. Donc, il faut pas avoir ce cycle-là, tout ça, et dire que... puis même à l'école aussi, c'est vrai que je me souviens, et même maintenant encore, hein, quand tu demandes à aller aux toilettes parce que tu as tes règles, etc., tu as tous les profs, généralement, qui te disent, bah non, en fait, t'attends, ou tu vois, ou cette peur d'avoir la tache sur le pantalon, machin. Et c'est vrai que là aussi, et tu vois que pourtant, moi, j'ai été au collège, là, j'ai 32 ans, donc ça fait quand même plusieurs années. Et il n'y a rien qui a changé, j'ai l'impression, parce que quand Mm. je vois des témoignages, je me dis, attends, mais en presque 20 ans, il n'y a rien qui a changé, mais c'est quoi ce truc, quoi? Donc, ouais, c'est vrai que je pense qu'on a du boulot, quoi, encore. Voilà, et donc c'est tout à notre honneur d'essayer d'introduire dans nos séances de naturopathie, et c'est pas toujours facile, toutes ces questions-là, toute cette dimension-là, en fait. Et du coup, moi, d'avoir affiché, voilà, très rapidement dans ma pratique, je fais de la naturopathie et je m'intéresse et je suis aussi sur la féminité, quoi. Enfin, ça va revenir à notre discussion de mercredi, de demain, sur comment on communique. Je pense que du coup, ça introduit bien aussi notre question de comment on va communiquer sur notre réseau, comment on va s'appeler. Enfin, tu vois, ça m'intéressait de revenir aussi un peu là-dessus, parce que moi, voilà, c'est des choses qui m'animent beaucoup c'est touchy parce que c'est ce qu'on a vu un peu déjà quand on a parlé des fleurs de bac, c'est que bah, déjà quand on a bien fait notre part physiologique, on est content, tu vois, et puis du coup on se dit bon ben peut-être la prochaine séance on pourra apporter la part psychologique avec les fleurs de bac. Ouais, mais du coup voilà, on peut vite se laisser happer par une naturopathie très technique en fait. Oui, c'est vrai qu'on est un peu envahi par la médecine fonctionnelle et la thérapie et la naturo-fonctionnelle. On voit Mm. plein de trucs sur les réseaux, etc. Et je me dis, mais bon sang, enfin, euh, c'est quand même, enfin, de revenir à la base, quoi. Ça marche, ça lui plaît. Et puis voilà, comme tu disais, d'écouter ces femmes, de les soutenir psychologiquement, moralement, Mm. de voir qu'elles sont pas seules, qu'on est toutes dans le même sac et que voilà, on se soutient les unes les autres et il y a des solutions sans passer par plein d'examens et de. Ouais, et de revenir à la base, quoi. Mm. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire une masterclass. Bon, déjà, on pose la base et puis après, on voit, en fait, s'il y a besoin de rajouter des examens, des compléments alimentaires qui coûtent la peau des fesses. Mais bien souvent, le problème, c'est qu'il y a enfin, quand même, je constate un manque de volonté aussi. C'est facile de prendre une pilule, de prendre un complément alimentaire. Et par contre, de faire du mouvement du bassin tous les jours, tous les matins, ou la salutation au soleil, bah, ça, c'est plus compliqué. Donc voilà, il y a aussi, et c'est pour ça d'être en réseau, de faire, je sais pas, peut-être proposer des groupes pour ces femmes, avec un rendez-vous tous les matins, enfin, pour les soutenir, parce que je me rends compte, moi j'ai pas mal de volonté, mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Et c'est là où, voilà, il faut apporter aussi notre soutien sur ça, j'ai l'impression. On pourrait tout à fait imaginer effectivement une offre où tu t'abonnes et tu as tous les enfin, effectivement, les rendez-vous sont
collectif, quoi, du coup, c'est plus facile. Mm. Mm. La volonté ne suffit pas, dit Dalila. Euh, ouais, ouais, ça nous ouvre des perspectives, mais en tout cas, euh, voilà, la sphère gynéco des femmes est bien mise à mal par plein de choses. Et moi j'ai vu, c'est des réflexions aussi que j'ai eues avec des femmes qui avaient du mal à accéder à la fertilité, mais en fait, et que c'était pas du tout physiologique, en fait. Elles n'avaient pas de problème. C'est tous les examens, il n'y avait pas de problème, mais en fait, accepter d'être un temps en grossesse, c'est quand même une sacrée vulnérabilité, en fait, d'un moment où on va être euh, plus vulnérable, un corps plus dépendante, etc., etc. Or, on nous a dit qu'il fallait pas qu'on soit dépendante. On nous a dit qu'il fallait qu'on soit des femmes fortes. On nous a dit ceci, cela, quoi. Mm. Bon, super. Bon, bah, merci à toutes. Il y en a qui sont partis. Merci pour ces réflexions. On poursuit ça dans les prochains rendez-vous. Ah, coucou Stella qui apparaît. Attends, il faut que tu allumes ton micro si tu veux nous. J'étais là, mais comme il y a du bruit et du monde autour de moi, j'étais obligée de, de couper ma caméra, mais je suis là. Ça y est, t'es rentrée chez toi ou t'es encore... Je suis à nouveau à un autre endroit. Je suis bien, enfin c'est bien, je suis bien en transit beaucoup et du coup j'arrive pas beaucoup à avancer. Ça me désole, mais je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Ok, bah écoutez, merci à toutes pour votre attention, pour ces partages qui vont se poursuivre. Et puis ça donne une couleur du coup à ce qu'on va faire demain pour celles qui peuvent, pour la question de la communication. Ça va nous donner une couleur aussi à comment on veut communiquer. Je pense que c'est chouette. Alors, moi, j'ai juste une petite question. Ouais, Il y a quelque chose demain? allô, ouais, oui, alors, demain c'est un rajout. Parce Ah, qu'en fait, cette semaine, il y a pas mal de rajouts. En fait, au dernier CODEV, le comité co-développement, on s'est dit que ce serait chouette de communiquer plus sur notre réseau pour le faire connaître et que chacune d'entre nous puisse s'appuyer en disant, bah, vous voyez, j'appartiens à ce réseau. Parce que ça aide aussi dans la pratique, en fait. Euh, Donc, on a évoqué de faire page Instagram, page LinkedIn, et éventuellement un site internet à terme. Donc, moi, j'ai dit chouette, chouette, mais en fait, j'ai besoin de votre aide pour tout ça, et c'est pour ça que j'ai rajouté un rendez-vous pour celles qui peuvent et qui ont envie de m'aider pour monter tous ces outils. ok. Donc, c'est pas obligé, c'était pas dans le programme de base. Mais en discutant avec Colette, parce que Colette, j'avais dit, je veux te recruter pour que tu m'aides à communiquer, parce que j'aime bien comment tu communiques. Et du coup, elle m'a dit, mais tu sais, on peut se partager ça. Enfin, il y en a d'autres qui ont des bonnes compétences. Regarde Enora, elle a un super site Instagram. Regarde, Alicia, elle est super pro en SEO. Regarde ce nanana. Et du coup, j'ai dit, bah oui, c'est vrai, pourquoi je happe la pauvre Colette toute seule, mais ça m'a fait du bien d'échanger avec elle, ça m'a permis de structurer et du coup, je vous propose ce rendez-vous. Alors, j'ai pas ciblé particulièrement l'une ou l'autre, je pense que ça va vraiment être, mais évidemment, Enora, si tu veux venir et nous donner tes expertises si tu peux, sur les Instagrammeuses. Encore, Instagram, c'est peut-être le réseau que je connais mieux, mais par contre, LinkedIn, j'ai vraiment besoin d'aide parce que je connais très mal ce réseau. Et je pense que ce serait intéressant qu'on soit aussi visible sur LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel. Donc voilà, c'est de tout ça dont on discute demain, C'est 16 heures, c'est ça? 16 heures, ouais. Donc celles qui peuvent, celles qui veulent, rien d'obligatoire, c'est un peu un plus. Euh, euh, Voilà. Et d'ici là, ce que je vais essayer de faire moi, c'est que je vais être bien au clair sur euh, combien il nous faudrait d'adhérentes pour que je puisse investir dans un site internet. Ou investir ou prendre du temps pour le monter. Parce que je pense qu'à terme, ce serait intéressant d'avoir aussi un site internet, un vrai site internet en fait. Voilà, voilà. Bon, bah toutes. Fabienne, elle nous a laissé, ok. Pas de souci.
Ben, voilà, c'est pas obligé non plus qu'on soit toutes du réseau, hein. Il suffit qu'on soit 3-4 motivés et un peu affûtés sur ces outils-là et on avancera un peu plus vite. Et moi, je regarderai ces 3-4 pareil. Moi, j'ai toujours à cœur aussi que dans le réseau, on puisse, dès qu'on travaille, pas être en bénévole, mais en rémunéré. Bon, quand vous participez à des masterclass, c'est moi là, c'est moi qui bosse, mais s'il y a du travail à faire sur la com, c'est pareil, je veillerai à voir comment pouvoir rémunérer le temps de travail. Et du coup, ça m'implique de faire un petit bilan financier de notre réseau actuel et de me demander combien il faudrait qu'on recrute encore pour que ça trouve un nouvel équilibre et que je puisse vraiment rémunérer celles qui peuvent bosser sur la com aussi. Voilà, mais tout ça se construit en même temps que se développe. En tout cas, c'est génial parce qu'il y a déjà des nouvelles arrivées. Voilà, Dalila qui nous a rejoint. Je pense que c'est Colette là qui a fait un petit boom là, poum, qui m'a justement suite à la discussion qu'on a eue, elle a dit bon allez, ok, d'accord, je communique. Ah mais moi, je suis au taquet, Irène. Et puis, je Ouais. suis sûre que tout le monde peut être pas autant au taquet, mais en tout cas, laissez parler vos cœurs, tout simplement. En fait, les partages sont tellement puissants, touchants. Ce que notre communauté amène est tellement précieux. Mm. Enfin, moi, en tout cas, dans qui je suis, comment je suis, et j'adhère complètement. Et encore une fois, cette masterclass, elle est tellement essentielle. Enfin, c'est tellement important ce qu'on approfondit là que franchement c'est une telle joie en fait de le partager et je vois que voilà ça relance derrière d'autres naturopathes qui ne nous connaissent pas, qui te connaissent pas Irène, qui ont tellement envie aussi de nous rejoindre. Donc honnêtement, laissez parler vos cœurs, laissez parler Mm. vraiment vos sens, allez-y, LinkedIn, Insta, n'importe quoi, même TikTok, moi j'y suis pas, mais allez-y si vous y êtes. Voilà, il y a tellement de choses à faire, vraiment. Et on a besoin de toutes. Une fois encore, vous êtes toutes Mm. géniales, tous vos comptes, et vos personnes. Enfin, c'est vraiment la communauté qui va faire notre force, vraiment. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à demain. Bonne journée, au revoir. Salut, salut. Merci à toutes. Merci.